En fait, dans les télécommunications, c'est assez particulier et c'est aussi assez révélateur de l'évolution des technologies au fil du temps. Par exemple, le téléphone fixe s'est développé en un siècle et demi environ, le téléphone mobile en quelques dizaines d'années, l'Internet en moins de 20 ans. Là, maintenant, la nouvelle technologie, ce sont les objets connectés, on en entend beaucoup parler. On parle de 40 milliards d'objets connectés d'ici 2 ans. Et le déploiement de l'infrastructure qui permet de connecter ces objets connectés devrait se faire en un an. Chez Bouygues Telecom, mais chez Orange, c'est la même chose. Ça s'est déployé en un an. C'est-à-dire qu'on passe du siècle et demi de développement d'une infrastructure qui permet d'utiliser la technologie à une année. Ce qui fait que maintenant, ce n'est plus le matériel, le physique, qui limite le développement d'une technologie, c'est ce qu'on en fait. Donc avant, on était bridé finalement par le physique et par le matériel. Maintenant, on est bridé uniquement par la créativité et l'imagination qui permettent d'utiliser ces infrastructures. Par exemple, sur les objets connectés, on ne sait pas encore comment faire. On voit quelques applications déjà, mais il y a un champ des possibles qui, pour l'instant, n'est pas encore imaginé. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le monde de l'ingénieur. Alors, sur les objets connectés, donc, il y a plusieurs exemples déjà concrets. Il y en a plein d'autres qui sont encore à découvrir. On peut citer quelques exemples. Dans l'agriculture, par exemple, pour débuter, par exemple, pour savoir quand il faut inséminer une vache est en chaleur 20 heures par mois. Et donc un paysan doit savoir quand il fait intervenir un vétérinaire, qui a un coût pour lui. Et quand on connaît les revenus des paysans, c'est important pour lui de ne pas faire déplacer un vétérinaire pour rien. Donc voilà, un objet connecté peut permettre de détecter la chaleur d'une vache, notifier le paysan pour qu'il appelle le vétérinaire au bon moment, et donc optimiser les chances d'avoir un veau. Ça, c'est pour l'agriculture. Il y a exactement aussi pour la gestion de l'énergie, par exemple. Gestion de l'énergie, on connaît déjà l'exemple des parkings pour savoir s'il y a des places qui sont utilisées ou pas, donc pour guider plus facilement les conducteurs. C'est typiquement les lumières rouges et les lumières vertes qui sont visibles dans les parkings. L'avantage de ces systèmes-là, c'est que ça permet d'installer des objets sans réseau électrique important, puisque c'est des objets avec une basse consommation. Par exemple, dans les parkings, avec des LED, ça consomme très peu. Voilà. Autre exemple, il y a la gestion de l'éclairage, par exemple. Dans une rue, ce qui est intéressant, c'est de limiter la consommation électrique quand il n'y a personne. La nuit, par exemple, tous les lampadaires sont souvent allumés, alors qu'il n'y a pas nécessité d'avoir tous les lampadaires allumés. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait un lampadaire sur 3 qui est allumé. Pour les questions de sécurité, on ne va pas tout éteindre. Et 2 autres ne seraient allumés que quand il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, les objets connectés permettent par exemple de détecter et de manière autonome allumer une rue quand une voiture passe. Là aussi, l'avantage, c'est que ce sont des petits objets avec une très basse consommation et donc une très grande longévité de vie qui réduisent les coûts de déploiement et de maintenance. Et ça réduit l'empreinte énergétique, ça améliore aussi les finances de la mairie qui a moins à payer sa facture d'électricité. Autre exemple, c'est dans le médical par exemple. On connaissait déjà les pacemakers, mais maintenant il y a beaucoup d'objets connectés qui se développent par exemple pour le suivi du diabète, pour mesurer le taux de sucre. Donc, ce sont des petits capteurs qui se placent sous la peau par exemple, et qui permettent de mesurer le taux de sucre, pour notifier quand il y a une baisse, etc., pour pouvoir réagir quand il y a un souci. Ça permet aussi de suivre l'évolution du taux de sucre et donner beaucoup d'informations au médecin qui pourra probablement appliquer un traitement différent ou adapter son traitement. Après, si on élargit sur la technologie et l'utilisation qu'on peut en faire, c'est Internet. Alors Internet, ce n'est qu'un moyen de communication. Finalement, on en fait un peu ce qu'on veut ou ce que les autres veulent en faire. Et un très bon exemple d'Internet, c'est que ça peut développer l'intelligence collective. Wikipédia est le très bon exemple, c'est le cas d'école. Wikipédia, c'est un système libre, collaboratif. C'est-à-dire que chaque personne peut écrire un article, mais il y a une communauté de modérateurs, il y a des débats qui existent, alors, des fois plus ou moins farfelus, mais au final, le résultat fait que les articles sont globalement très précis. Il y a eu des études qui avaient été faites il y a quelques années. Michel Serres le cite régulièrement, que Wikipédia est quasiment aussi précis
notamment sur les sujets techniques, que Britannicus, qui est universellement reconnu comme étant l'encyclopédie la plus précise et la plus complète du monde. Donc voilà, c'est-à-dire que, et l'avantage aussi de Wikipédia, c'est que c'est du temps réel. C'est-à-dire que chaque fois qu'il passe un événement, ça peut être mis à jour. Donc c'est très intéressant. Avant, il fallait parfois parcourir des centaines de kilomètres pour pouvoir avoir la connaissance. Maintenant, on l'a dans sa main, dans un téléphone, et à tout instant. Et de manière collaborative. Ça, c'est, voilà, Internet est un moyen et on peut l'utiliser pour diffuser la connaissance. Autre chose qui existe, bon, là on est en période électorale, mais ça se développe depuis quelques mois, depuis quelques années, c'est la démocratie participative via Internet. Internet est un moyen pour des gens qui n'ont pas les moyens financiers ou médiatiques d'être connus, de faire valoir des idées ou d'autres moyens de réflexion, de manière collaborative. Alors, on peut citer par exemple la primaire.org ou Ma Voix, qui sont des mouvements citoyens qui, via une plateforme sur Internet, permet aux personnes de débattre ou de diffuser de la connaissance. Ça permet aussi de voter pour des idées, des lois, ou du moins donner son avis sur des idées, des lois, qui vont permettre peut-être d'éclairer certains députés qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans leur circonscription ou de la vie de tout le monde. Voilà. Et ça, finalement, c'est Internet qui le permet. Ça peut mettre en relation et ça peut permettre aux gens de s'exprimer. Alors, donc le monde est en mouvement perpétuel et ça va de plus en plus vite. Du coup, ce qu'on apprend en école d'ingénieur, notamment à NSA Mecca, ça existe maintenant, mais plus dans 10 ans, ça n'existera plus. Donc ça, c'est un défi. C'est un défi à la fois pour l'ingénieur et aussi pour l'entreprise et ses managers. Côté ingénieur, ça nécessite de maintenir en permanence ses compétences et surtout de les développer, d'être curieux, de voir ce qui se passe, donc développer ses appétences forcément, parce que c'est toujours bien de faire ce qu'on aime, mais toujours aller chercher à côté, faire de la veille technologique, comme on dit, pour voir ce qui se passe, se développer, se former soi-même ou via l'entreprise, pour maintenir ses compétences et son employabilité. Que la carrière dure 42 ans, donc il faut toujours envisager le poste d'après. Alors c'est vrai que la société maintenant s'attend à ce qu'on change de travail tous les 3 ou 5 ans. Donc à partir du moment où ça c'est une situation qui existe, il faut maintenir son employabilité, se former, voir ce qui se passe à côté, entretenir un réseau aussi toujours pour la même chose, pour voir ce qui se passe à côté. Ce qui est attendu aussi au niveau de l'entreprise, c'est comme l'entreprise est gérée par des managers qui par définition sont sortis de l'école depuis un certain temps. Le manager, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que les idées viennent des gens qui sortent aussi des écoles. C'est-à-dire que le management a beaucoup changé. On n'emploie pas quelqu'un pour lui dire quoi faire, mais pour qu'il nous dise quoi faire. Et donc on attend des ingénieurs qu'ils proposent, qu'ils imaginent des choses, et en même temps, le manager, lui, il doit les accompagner dans leur carrière pour donc, canaliser leurs compétences au sein de l'entreprise, parce qu'on reste quand même pour la plupart, dans un monde privé, avec des objectifs quand même définis. Donc il faut canaliser ses compétences, mais par contre il faut favoriser cette créativité, ce qu'on appelle souvent le bottom-up. Donc le manager n'est plus un chef, il n'y a plus vraiment la notion de chef, mais plutôt d'accompagnateur. À la fois donc, pour faire émerger les idées, les développer, mais également pour accompagner les ingénieurs dans leur carrière. En fait, un manager est maintenant un gestionnaire de carrière. Moi je le vois bien au quotidien, je suis manager d'une quinzaine de personnes, et je dois à la fois au sein de l'équipe maintenir des compétences, donc s'assurer que les gens soient formés sur les compétences de l'équipe, donc déjà tout bêtement, quand il y a des arrêts maladie, quand il y a des congés, il faut que chacun puisse prendre le backup d'un autre, et quand quelqu'un part, il faut pouvoir le remplacer. Et former quelqu'un, ça prend du temps, puisqu'on est de plus en plus sur des systèmes complexes, donc former quelqu'un, ça prend du temps. Et donc il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Un manager doit toujours voir 2-3 ans à l'avance, pour voir où on va, pour maintenir les compétences existantes et aussi pour accompagner les ingénieurs dans leur futur emploi. On a un turnover, donc un changement des ingénieurs qui changent de travail environ tous les 3-5 ans. Donc sur une équipe de 15 personnes, ça fait un turnover de 20-30%. Donc il faut les accompagner et aussi aller voir ses collègues pour capter des talents qui auraient aussi envie de chercher. Donc le manager doit aussi faire de la pub pour son équipe
pour récolter des talents, être à l'écoute. C'est vrai que moi je suis assez proche de l'école via mon poste de président. C'est vrai que je favorise par exemple les stagiaires pour préparer l'avenir. C'est-à-dire potentiellement on prend un stagiaire pour derrière l'embaucher. Donc on prévoit déjà, même en deuxième année, on prévoit plusieurs années à l'avance qui va pouvoir remplacer quelqu'un. On travaille souvent pour son successeur, parce que le manager aussi va bouger. Donc on garantit une continuité dans l'activité tout en favorisant l'émergence de nouvelles idées. C'est aussi ça le défi de management à l'heure actuelle. Je dirais qu'il faudrait être à la fois humble et entreprenant. Humble parce que on va s'intégrer dans une équipe qui existe, parfois avec des profils très différents. Moi, dans mon équipe, par exemple, ça va de 26 à 55 ans, avec des personnes qui sont avec enfants ou sans enfants. Donc, il y a une diversité et des compétences acquises depuis longtemps au sein de l'équipe. Donc, il faut respecter ça et se dire qu'on va pouvoir apprendre d'eux. Ça, c'est la première partie. Mais surtout, entreprenant aussi. Donc, quand on embauche des jeunes, c'est aussi pour leur créativité, leur imagination, leur inventivité qui va redynamiser l'équipe et qui va challenger aussi les gens qui sont là depuis longtemps. Enfin, et ça crée un mélange. Et on a le droit à l'erreur en entreprise. Et ça, c'est très intéressant. Et on attend que les gens proposent. Il ne faut pas avoir peur de proposer, il ne faut pas avoir des scrupules. On a le droit de se tromper, c'est souvent bien pris, mais proposer, c'est toujours attendu, quoi. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est l'intelligence collective, quel que soit finalement son statut ou son ancienneté. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit au travail. C'est en participant soi-même à un projet d'équipe, au sein d'une équipe. Et donc voilà, il faut ne pas hésiter à faire part de ses expériences et de ses connaissances, même si on a peu d'expérience.